Alors, les grands groupes sont aussi, bien sûr, au défi des enjeux du climat. On a vu qu'ils ne sont pas d'ailleurs seulement économiques, mais aussi sociétaux. Ces grands groupes, comment vont-ils transformer leur modèle? Étienne, nous allons nous connecter avec la nouvelle directrice générale de Veolia, et c'est Estelle Brachlianoff. Bonsoir Estelle Brachlianoff, merci. On est très fiers de vous avoir avec nous à Futurapolis Planète à la Factory. Merci d'être là. Je suis ravie d'être là. Vous, Bonsoir. bonsoir. Vous êtes la directrice générale du numéro 1 mondial des services à l'environnement. Donc évidemment, on a envie de vous entendre. Veolia, pour rappel, c'est presque 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 220 000 collaborateurs, si je ne me trompe pas. Donc c'est un géant de l'environnement. On a envie de commencer par l'actu, vous qui vivez un peu dans ce sujet-là. Qu'est-ce que vous avez pensé de la COP27 ? Qu'est-ce que j'ai pensé de la COP27 ? C'est que toutes les COP, elles permettent les unes après les autres, depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, de faire adhérer finalement une espèce d'opinion publique mondiale qui finit par comprendre qu'il y a une problématique qui se pose à nous tous, et finalement d'unifier l'humanité autour de ces grandes problématiques. Donc j'en pense du bien en termes de prise de conscience de l'ensemble de la population du monde. C'est d'ailleurs ce qu'a dit une des conclusions du sondage qu'on a fait avec Elab sur 25 pays dans le monde, 25 000 personnes. Et une des conclusions, c'est ça, c'est que maintenant, partout dans le monde, et je suis en train de parler des Indiens, des Chinois, des Australiens, autant que des Européens ou des Américains, ils partagent l'idée que le réchauffement climatique est une réalité, qu'il faut agir maintenant. Donc finalement, la COP, comme tout ce qui se passe en termes de prise de conscience, je crois que ça a permis ça. Donc c'est bien qu'elle existe, même s'il y a des gens qui disent que c'est un échec. On a toujours le verre à moitié vide, à moitié plein, mais je crois que le chemin parcouru est énorme quand on voit ça dans la traduction de la prise de conscience et du besoin et de l'envie d'action dans la population, parce que je crois que c'est ça aussi que nous disent le quotidien des échanges. Vous citiez les 18-24 ans dans la table ronde précédente ou dans les interviews. Il n'y a pas que ça, même les générations plus âgées, encore une fois, partout dans le monde, ils savent qu'on est à un point où il faut agir maintenant. Donc ça a permis de contribuer, je pense, à l'émergence de cette opinion publique mondiale. Mais alors justement, souvent il y a des frustrations, on se dit ça, le changement climatique avance vite et nous n'avançons pas assez vite. Alors nous, c'est qui ? D'après vous, qui avance vite, qui freine entre les États, les entreprises, les opinions publiques, les citoyens ? Les consommateurs, hein, qui peuvent être paradoxaux d'ailleurs. C'est-à-dire que souhaiter une action très franche et se révolter très vite dès que les prix, par exemple, de l'énergie augmentent, où est-ce que ça freine le plus d'après vous ? Moi, j'ai pas envie de vous donner des leçons de morale et de vous dire c'est qui les bons et les mauvais points, parce que si c'est votre question, je ne répondrai pas, parce que je suis absolument convaincue que c'est autrement qu'on va arriver d'agir, plutôt que de décerner ou de lancer des anathèmes sur les pollueurs, les bons, les méchants. Je pense qu'aujourd'hui, le temps est venu de parler de l'écologie des solutions et d'agir vite. Je suis d'accord avec le constat qu'il nous faut accélérer et aller plus vite. Et une écologie des solutions, c'est une écologie avec du concret, et j'ai plein d'exemples à vous donner sur comment on se passe de l'énergie fossile en Europe, en France, aujourd'hui maintenant, comment on arrive à trouver des minerais stratégiques dans nos pays aujourd'hui. Donc c'est une écologie concrète, c'est une écologie qui rassemble, parce qu'on a besoin des pouvoirs publics pour nous mettre un cadre, on a besoin d'entreprises comme Veolia pour inventer, pour innover, pour y mettre de l'argent aussi, pour dupliquer, pour mettre à l'échelle. On a besoin des citoyens, bien sûr, pour accompagner tout ça, pour travailler, bien sûr, sur les comportements individuels aussi. Et on a besoin des consommateurs, donc on a besoin de tout le monde. L'écologie des solutions, c'est le moment d'agir et il nous faut accélérer, oui. Alors, je vais prendre un exemple que j'ai trouvé dans un excellent journal qui s'appelle Le Point. Vous avez déclaré, je cite, 25%, vous avez dit que 25% du gaz d'origine russe pourrait être remplacé en France par du biogaz, c'est-à-dire du gaz produit à partir de déchets. Mais il faut 2 ans pour obtenir l'autorisation de raccordement au réseau de gaz, alors que techniquement, ça prendrait 15 jours. C'est stupéfiant comme histoire, ce que vous nous racontez là.
Oui, c'est pour ça que je dis il faut qu'on accélère, hein, c'est toujours le même thème, mais c'est une des solutions, le biogaz, dans un mix énergétique, hein, parce que ça ne remplacera pas d'autres types d'énergie, le nucléaire, le renouvelable. On a besoin de ce type de solution. Alors le biogaz, ça produit à partir de déchets dans des stations d'épuration ou dans des décharges, par exemple. Donc c'est un gisement qui est en partie seulement exploité, et on peut remplacer 25% du gaz russe par du biogaz français, donc de nos territoires, abordable et renouvelable. Donc ça coche à peu près tous les cases. Ça coche la case de la planète, ça coche la case du portefeuille, ça coche même la case de la souveraineté, du pays. Et pour aller plus vite, oui, il nous faudrait de l'ambition pour atteindre ce chiffre. On sait le faire dans les 5 ans, techniquement. Et pour arriver à ce que la technique soit traduite dans les faits, il nous faut aligner les planètes, notamment par exemple un guichet unique, et d'accélérer les procédures. Oui, les procédures, les entrepreneurs en parlent souvent, mais en matière d'environnement aussi. Alors que souvent, les gens se plaignent des normes environnementales, mais en réalité, les normes peuvent aussi freiner l'action environnementale. C'est ça que vous nous expliquez. Alors là, ce n'est pas les normes, c'est des procédures. Pour vous donner une idée, pour raccorder et faire du biogaz, comme je le dis, je crois qu'il y a 3 ministères qui seront concernés, plus les territoires un par un. Donc il faut beaucoup de volonté pour arriver à faire passer ces projets-là. Et si on mettait, j'allais dire, l'inverse, c'est-à-dire une ambition et derrière on aligne tout le monde, et c'est pour ça que je parlais de guichet unique, on peut aller très vite. 5 ans, c'est dont la moitié dans les 2 ans. Donc, on est en train de parler de l'hiver prochain. Donc, l'objectif, c'est pas de passer l'hiver prochain à se poser la question du gaz russe, comme on s'est posé la question sur l'hiver qui est en train d'arriver. Le gaz russe, pour mémoire, c'est à peu près c'est entre 20 et 25% du gaz consommé en France, hein, me semble-t-il. C'est de cet Oui, ordre-là. c'était ce type Oui, de c'était. chiffre. Alors, c'est de moins en moins au fur et à mesure que les jours passent, parce qu'on est en train de s'en passer. C'est très bien. C'est une illustration. On a d'autres types de solutions, bien sûr, notamment un deuxième enjeu qu'on a découvert en France, parce qu'on parle beaucoup de réchauffement climatique et c'est très logique, mais on a aussi la rareté des ressources, à commencer par la rareté de la ressource en eau. On a découvert cet été en France que l'eau était un bien précieux. On a encore, à l'heure où je vous parle, la moitié des départements de France qui sont touchés par un arrêté de restriction d'eau, et on est au mois de novembre. Et donc, on a de quoi faire en sorte que l'été prochain ne soit pas celui qu'on vient de passer. Et dans les solutions, on a la réutilisation des eaux usées, les eaux usées qu'on peut traiter pour après être utilisées pour des usages agricoles, pour nettoyer les rues ou même pour en faire de l'eau potable in fine. Quand je dis pour nettoyer les rues, je ne sais pas si vos auditeurs savent qu'on nettoie les rues avec de l'eau potable en France. Ouais. Donc, on peut imaginer quand on est en période de rareté de la ressource, on doit pouvoir faire mieux que ça. On a la technologie, on a en plus une grande expérience, donc accumulée avec les années, nos voisins font mieux que nous. Les Espagnols recyclent 15% des eaux usées, c'est moins de 0,1% en France. On doit pouvoir faire aussi bien qu'eux. Le recyclage, en fait, c'est une nouvelle philosophie, parce que là, ce dont on a parlé, le biogaz à partir de déchets et dont vous venez de parler avec l'eau, en fait, c'est une philosophie des temps modernes, le recyclage, qui n'était pas vraiment dans l'air du temps. Le recycler, il y a 10 ans, c'était toujours un peu en dessous, mais finalement, tout se recycle. Tout se recycle. Presque. À la fin, on y arrivera. Pour l'instant, on s'est recyclé qu'une partie de ce qui existe, mais on sait beaucoup plus recycler de choses maintenant qu'il y a 5 ou 10 ans. Et c'est précisément l'innovation, la R&D et des investissements qui nous permettent de le faire aujourd'hui. Là où vous avez raison, c'est que c'est une philosophie qui est très différente, qui est de se dire notre objectif, c'est de découpler la croissance de l'économie, l'urbanisation de la consommation de ressources et finalement c'est ça la sobriété. Donc ça passe par, oui, des économies d'énergie, de matières premières, mais aussi trouver des nouvelles sources de production d'énergie ou de matières premières. Et nos déchets sont une des sources possibles, qui, encore une fois, en plus répond au sujet de l'autonomie stratégique des pays, puisque c'est des mines, finalement, qu'on a chez nous, dans nos pays, dans nos territoires.
Donc on a quand même du pétrole d'une certaine manière, ce sont nos déchets. Quand je regarde vos projets, vos axes de développement en R&D, la captation du carbone, les biocarburants pour les avions, si je ne me trompe pas, mais est-ce qu'au fond, la philosophie que vous défendez, vous, n'est pas celle de « on ne va pas s'arrêter de vivre », on va essayer de trouver le moyen par l'innovation, la recherche, la science, l'investissement, de faire en sorte que ça ne produise pas plus de CO2 que ça. Est-ce que la philosophie finalement que vous défendez, c'est pas la vie continue, à l'inverse de la décroissance prônée par beaucoup? Et là, vous venez parler de découplage entre l'économie et entre la croissance et le carbone. Est-ce qu'au fond, c'est pas une vraie fracture intellectuelle aujourd'hui entre ceux qui prônent la décroissance et ceux qui disent mais non, on ne va pas renoncer à prendre l'avion, on ne va pas renoncer à avoir de la croissance et à avoir de l'industrie, simplement il faut décarboner. C'est une vraie fracture politique, ça, aujourd'hui? Je pense que ça va un petit peu au-delà. C'est pas d'un côté la décroissance ou de l'autre la science va tout résoudre. Il y a aussi des efforts en matière de sobriété, de comportement. On n'est pas obligé toujours de prendre l'avion, on peut prendre le train, on peut imaginer de faire des visioconférences comme aujourd'hui. Donc c'est l'ensemble de ces solutions, oui, pour arriver à nous embarquer dans un monde qui sera un monde où il y aura encore de la qualité de vie, ce qui ne veut pas dire nécessairement plus de consommation, mais on ne va pas s'éclairer à la bougie, on va continuer à avoir, je crois que c'est le thème de votre conférence, à avoir un certain plaisir dans la vie quotidienne aussi. Donc je pense qu'il nous faut une écologie désirable. Alors oui. Qu'est-ce que ça veut dire l'écologie désirable? L'écologie désirable, c'est une écologie qui à la fois bien évidemment protège la planète, je vous le disais, découple l'économie de la consommation de ressources et la croissance du bien-être humain finalement. Donc pour moi, c'est le progrès humain et avec derrière une vision du monde vers lequel on va, qui soit non pas seulement dans la punition, mais aussi dans une forme d'attractivité vers quoi on va. Et je crois que c'est assez essentiel. Et est-ce que prendre le train, c'est moins agréable que prendre l'avion? Moi, à titre personnel, je trouve ça très, très confortable, le train. Dans un certain nombre de cas, les trajets en vélo sont une très belle alternative. C'est pas juste parce que c'est meilleur pour la planète, mais ça peut être meilleur, y compris pour votre santé. Donc je pense qu'il faut qu'on travaille sur ce sujet également, et pas uniquement sur les solutions technologiques. Alors, ce qui est très frappant dans le débat public à propos de l'environnement, c'est que, je reviens un instant sur la décroissance, c'est quand on lit les rapports du GIEC, il n'y est jamais question de décroissance. Ça fait pas partie des choses que propose ou recommande le GIEC. Est-ce que ça vous frappe pas de voir une forme de déconnexion du débat public, du débat politique, parce que l'écologie est devenue un sujet politique, par rapport précisément aux recommandations du GIEC? Je crois que le GIEC n'est pas là pour faire de la politique. Le GIEC est là pour rappeler un certain nombre de réalités physiques, scientifiques, si je peux me permettre. La deuxième chose, moi je préférais prendre l'exemple de ce qu'a fait RTE en France avec son rapport il y a, je crois que ça doit être 1 an et demi, oui, dans lequel il a mis un certain nombre de données scientifiques, physiques, j'ai envie de dire, donc non discutables, au sens où ça c'est la réalité scientifique. Mais après, derrière, il a fait un certain nombre de scénarios, donc des scénarios avec plus ou moins de consommation, plus ou moins de croissance. Et en fait, y compris dans des scénarios avec un certain nombre de grands efforts de sobriété individuelle, il en a conclu qu'il y avait besoin d'un mix énergétique avec une part de nucléaire dedans. Donc je crois que c'est un bel exemple après, derrière, la politique a toute sa place pour, au travers de ces différents scénarios scientifiques, choisir le monde vers lequel on s'embarque. Mais ne mélangeons pas la politique, la science. La science, elle est là pour éclairer le débat des options possibles. Et après, c'est faire société que de choisir au travers de ces différents scénarios. Est-ce que ce monde qui arrive, où on voit qu'il faut trouver des solutions, et des solutions assises sur des faits avérés, sur la science, est-ce que ça ne nous annonce pas la revanche des ingénieurs
qui finalement était souvent un peu derrière, un peu moins montré, un peu moins présent d'ailleurs en politique aussi, mais dans le monde en général. Est-ce que c'est pas la grande revanche des ingénieurs, cette époque du changement climatique et des problèmes environnementaux, où finalement c'est d'eux qu'on attend des réponses? Vous qui êtes X-Pont, si je ne me trompe pas d'ailleurs. Vous ne vous trompez pas, et oui, je suis ingénieur. Je pense qu'on a besoin de tout le monde. Quand je disais écologie des solutions, je vous ai parlé d'écologie désirable. Ce n'est pas forcément un propos typique d'ingénieur, me semble-t-il. Ils ont le droit d'avoir des désirs. Je pense qu'il y a une réalité scientifique, oui, donc il y a besoin d'ingénieurs, il y a besoin de sciences, il y a besoin de techniques, et il y a besoin aussi de politique, il y a besoin aussi de faire rêver, il y a besoin aussi presque d'artistes. Vous disiez précédemment sur vos murs, vous avez illustré ça par des images, et c'est de l'ensemble de tout ça qu'on va arriver à faire bouger effectivement les sociétés. Les ingénieurs ont leur place là-dedans également, bien sûr, mais pas uniquement. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, comment est-ce que vous voyez la France? Alors, Veolia est un groupe mondial qui est présent, je crois, dans au moins 40 pays, si je ne me trompe pas. Est-ce que la France produit assez d'ingénieurs? Est-ce que dans ce monde où on va avoir besoin d'ingénieurs, on en produit assez? Ça fait toujours bizarre de dire produire pour des gens, mais est-ce qu'on en éduque? Est-ce qu'on en élève? On forme assez. On en forme assez, pardon. Vous voyez, vous avez plus de lettres que moi. Je ne me permettrai pas. Est-ce qu'on en forme assez? Non, mais d'ailleurs, ce n'est pas que les ingénieurs, hein, c'est les techniciens, c'est toutes les filières. On sait bien que nos pays ne forment pas assez de tout ce que on appelle en langage anglo-saxon les STEM, donc sciences, techniques, ingénieurs et maintenance. Et c'est une ressource rare dans tous les pays. On a d'autres types de formations qui manquent, mais celle-ci, oui, on en produit beaucoup moins, pour reprendre votre mot, qu'il y a 20 ou 30 ans, et il nous faut réenchanter ce type de profession qui a un rôle à jouer. Et vous pensez qu'il y a eu une forme de désenchantement, que ça a moins attiré? Je pense que ça a beaucoup moins attiré, oui. Et que peut-être c'est le moment de repasser à un nouvel univers, oui, sans revenir non plus dans de la science qui serait autosuffisante et qui ne réfléchira pas le monde de façon globale. Donc c'est plutôt une troisième voie que j'appelle de mes voeux. Et derrière le sujet également d'aller attirer dès le plus jeune âge les gens vers des carrières scientifiques. Oui, ça fait partie de la réponse pour arriver à traduire l'écologie des solutions dans des projets concrets. Mais je reviens sur le thème précédent, le sondage auquel je faisais référence dans 25 pays. Il nous dit, on a compris qu'il y avait une question, il nous dit aussi, nous sommes prêts à agir. Donc on a 60% de la population mondiale qui dit je suis prêt à faire des efforts et à contribuer moi et à passer à l'action, y compris à titre personnel, pourvu qu'un certain nombre de conditions soient réunies. Et ça me semble assez essentiel. Des conditions en matière d'équité, c'est-à-dire que les efforts soient globalement partagés, pourvu que ça serve, ça soit utile, donc ça soit réplicable finalement ces solutions et qu'on nous raconte pas des choses qui sont pas à l'échelle du problème, qu'on sache que ça va dans le bon sens. Et aussi, mais par contre, on n'est pas très sûr de savoir ce que vous attendez de nous et en fait, c'est quoi ces solutions? Et donc, ce que ce sondage nous dit, et ce que j'entends moi aussi très très souvent, c'est parlez-nous concret. Je vous ai parlé du biogaz, je vous ai parlé de la réutilisation des eaux usées, je pourrais vous parler du recyclage et des métaux précieux qu'on peut aller chercher dans les batteries de véhicules électriques, le lithium, le cobalt, le nickel, qui sont aujourd'hui importés de Russie, du Congo, du Chili ou de la Chine, et dont on peut en partie aller trouver les mines dans nos pays. Donc c'est de parler de projets concrets qui permettent d'embarquer, et pour ces projets concrets, oui, on a besoin d'ingénieurs, comme de gens qui nous fassent rêver et visualiser ce monde de demain. Le lithium, effectivement, c'est un des énormes sujets industriels quand on parle de voitures électriques. Je m'en voudrais de vous laisser sans vous poser cette question-là, qui me brûle les lèvres. J'ai lu que vous aviez rencontré 3 fois le prince Charles, devenu le roi Charles, et qui est connu pour être très écolo. Vous l'avez trouvé compétent en la matière?
Alors oui, et c'est pas tout à fait par hasard que je l'ai rencontré 3 fois. J'étais donc en Grande-Bretagne pendant 6 ans, diriger nos activités là-bas. Et c'est pas en tant que prince, c'est en tant que passionné d'écologie depuis longtemps finalement que je l'ai rencontré. Sur les sujets de recyclage de la matière organique, de biocarburants, il est très intéressé et connaisseur, oui. Bien, merci infiniment à Estelle Brachlianoff et God Save the King. Merci beaucoup, merci beaucoup. Au revoir. Merci Estelle Brachlianoff. Étienne, vous restez avec nous pour la prochaine interview, mais tout d'abord, qui sont les entreprises les plus responsables? Cette question, le Point a voulu y répondre en publiant le palmarès des sociétés les plus vertueuses en matière de RSE ou d'ESG et a donc scruté les engagements des grandes entreprises. C'est la 3e édition de cette étude du Point qui a été menée avec l'Institut Statista qui a évalué les performances des entreprises. Donc l'Institut a établi une liste de 2000 sociétés, de plus de 500 salariés qui ont des bureaux en France. Et puis à partir des rapports publiés par ces entreprises, il a évalué les indicateurs clés de performance qui sont répartis en plusieurs catégories. Ces catégories, c'est l'environnement, les déchets, les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'énergie, la consommation d'eau aussi. Autre catégorie, le social, donc le nombre d'heures de formation, l'égalité salariale, la part des salariés en situation de handicap. Et puis, 3e critère, la gouvernance, donc la stabilité financière, la capacité d'innovation, les dépenses de R&D, la part des femmes dans les conseils d'administration également. Et puis donc, au crible de ces critères, les 250 entreprises les mieux notées figurent dans ce palmarès 2023. Donc, je vais citer les 3 premières entreprises, tous critères mêlés. La première, c'est Schneider Electric, qui était déjà lauréate du classement de la première édition. Donc, c'est l'entreprise spécialiste de la gestion de l'énergie et des automatismes et qui est dirigée par Jean-Pascal Tricoire. La deuxième au classement, c'est Soprasteria, qui affirme qu'à la fin 2023, la totalité, ça nous intéresse particulièrement ce soir, la totalité des ingénieurs du groupe va être formée pour apprendre à développer des applications les moins énergivores possibles. Et puis, la troisième, c'est L'Oréal. Et en parallèle de ce classement global, vous voyez quelques images de 250 entreprises. Elles sont classées par thème. Et donc, il y a un classement environnement. Là, le premier, c'est Lectra. Vous allez pouvoir retrouver tout ça sur le classement global. Mais voilà, au classement social, c'est EDF, Téléperformance, puis ICAD. Et puis, vous pourrez aussi d'ailleurs retrouver le classement des entreprises en matière de RSE par secteur d'activité. Donc, c'est un palmarès et un dossier à découvrir en ligne. Et puis, c'était dans le journal de la semaine dernière, du 17 novembre, un président zombie. J'en profite d'ailleurs pour montrer le numéro du Point en kiosque en ce moment. Et là, le choix de la couve, c'est les nouveaux narcos. Oui, c'est les petits Escobar, petits, pas petits d'ailleurs, européens aujourd'hui. Ils sont 4. Ils sont pas gentils. À découvrir donc dans le numéro en kiosque.